Bon, merci d'être parmi nous là pour cet événement important pour l'école et pour votre promotion, hein, puisque c'est aujourd'hui le parrainage de la promotion 2022 par Étienne Klein que nous avons vraiment le très grand plaisir d'accueillir. Merci à toi, Étienne, d'être parmi nous et d'avoir accepté. Comme on n'a pas une école qui est centenaire, bicentenaire ou tricentenaire comme nos petites sœurs ou nos grandes sœurs, il y a eu Jean Jouzel qui a été le premier parrain, puis après Nicole Abar, Gérard Berry et Maria Esteban. Et donc Étienne Klein fait une belle suite de ces personnalités qu'on a pu avoir en tant que parrain ou marraine. Et j'ai la lourde tâche d'essayer de faire un petit mot d'accueil pour Étienne Klein et pour présenter qui il est. Sous deux aspects, de dire ce qu'il est, puis de dire un petit peu pourquoi nous avons fait appel à lui pour parrainer votre promotion. Alors de dire ce qu'il est ou qui il est, c'est très casse-gueule, je trouve. Ouais. Et oui, je me doutais que ça allait l'intéresser, qui plus est. Donc je vais essayer de rester factuel et peut-être qu'en plus je vais quand même me tromper. Mais voilà, je prends le risque. Tout d'abord, je pense qu'Étienne Klein, c'est un scientifique, un physicien de la matière, pour l'instant je ne crois pas dire trop de bêtises, directeur de recherche au CEA, et a été ou est directeur, je ne sais plus, là, il nous dira, du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un passionné de physique quantique, et qui s'intéresse ou qui s'est intéressé, un petit peu moins maintenant si j'ai compris, au temps en physique. Toute cette activité scientifique l'a amené à être académicien à l'Académie des technologies, tout de même. Donc il aime la mécanique quantique et le rapport de cette mécanique quantique avec la réalité, et ce rapport avec la réalité qu'elle permet de comprendre et de penser. Et quand on commence à penser la réalité, on s'intéresse naturellement aux implications philosophiques de la science et des sciences en général. Il est donc aussi philosophe des sciences. Donc c'est un scientifique, c'est un philosophe des sciences. Et quand on a eu ou que l'on continue d'avoir toute cette réflexion autour des sciences, de son impact sur notre façon de voir la réalité, parce que la science influe aussi notre façon de voir cette réalité, sur l'implication qu'elle a dans notre société, ben on a envie de l'expliquer, de partager toute cette compréhension avec les uns et les autres. Et donc Étienne Klein est un vulgarisateur, et je crois qu'il aime assez ce nom de vulgarisateur, pas forcément de médiateur ou autre, mais de vulgarisateur en tout cas. Et quand on est vulgarisateur, on est un peu beaucoup de choses, c'est là que j'ai un peu plus de mal, hein, mais qui sont importantes. On est écrivain, on est journaliste, on est animateur de radio et autres. Donc Étienne Klein a fait tout cela dans sa vie, donc il a une vie plutôt bien remplie. Et vulgariser, ce n'est pas du tout simple, hein. Ça, c'est quelque chose que vous devez commencer à comprendre. Il y a plein de gens qui sont prêts à entendre la vulgarisation, mais il y a toujours une partie de la population qui n'y est pas prête forcément parce qu'ils ont vécu des expériences douloureuses, par exemple quand ils étaient petits, en sciences, en mathématiques ou autres. Et ce sont ces gens-là qu'il faut aussi arriver à entraîner et à emmener vers cette vulgarisation pour qu'ils comprennent ce que c'est que la science et ce qu'elle peut apporter aussi. Donc c'est vraiment un vrai métier de vulgariser. Alors le deuxième point, de dire pourquoi il nous fait l'honneur et nous avons fait appel à Étienne Klein, c'est un peu à cause de tout cela. C'est un scientifique, et puis vous le savez, dans notre école, on aime bien les scientifiques, donc ça c'est important. Mais ce n'est pas qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui essaye de faire comprendre la science, et c'est ce que nous, on souhaite aussi au sein de notre école, c'est que vous ne soyez pas que de simples scientifiques, mais que vous soyez des personnes qui prennent leur part au sein de notre société en tant que scientifique. Donc, au final, c'est quelqu'un qui s'engage, qui vulgarise, qui est chahuté aussi parfois, parce que quand on s'engage, quand on vulgarise, on se fait un peu chahuter, mais ça, c'est les règles du jeu. Bref, qui vit et qui s'exprime. Et ça, c'est quelque chose de beau et de grand, en tout cas. Alors, moi, je reste persuadé, je pense que vous, tout de suite, beaucoup, et encore plus quand il aura parlé, qu'on en a besoin de gens comme Étienne Klein. Et on l'a vu aussi pendant l'épisode du Covid. On n'a pas eu que des Étienne Klein à entendre, et c'est peut-être bien dommage qu'on ne l'ait pas beaucoup entendu, ou pas assez entendu en tout cas. Parce que comme il l'a dit dans une interview que j'ai re-regardée il n'y a pas très longtemps, on a foiré.
C'est dans le texte, hein, donc je cite du Étienne Klein, hein, je ne me permettrai pas. Ah, moi j'ai cru. Bon. Ah d'accord, alors c'est une citation de citation, excusez-moi, pour être très clair. Donc Étienne Klein qui cite Axel Kahn, on a foiré. Et le on, ce sont les scientifiques, hein, parce qu'on n'a pas su expliquer la différence entre la science et la recherche, où était ce qui était le corpus de connaissances bien établi, la science, et puis ce qui était la recherche, le monde un peu de l'inconnu et autres. Et ça sera aussi votre métier de faire comprendre tout ça. Et je pense que dans l'épisode Covid, on a parlé beaucoup de certains scientifiques et pas de science. Et ça, c'est extrêmement dommage. Il y a eu beaucoup de jeux et pas de nous ou de on, hein, ou de la science au général. Donc je pense que Étienne nous réexpliquera un petit peu tout ça. Et puis dernier point, moi, on sait depuis cet été qu'Étienne Klein aime le chorizo. Voilà, ça c'est notre élément. Pour ceux, alors il vous expliquera pour ceux qui ne savent pas tous ça. Bon, en tout cas. Ah, moi, ça m'a beaucoup amusé. Ça n'a pas amusé tout le monde, mais c'est la phrase que j'ai dite tout à l'heure, hein, qui est parfois chahutée aussi. Donc, pour tout cela, je crois qu'on peut remercier dès à présent Étienne Klein, qui nous fait vraiment le plaisir d'être le parrain de cette promotion. Merci à toi, et puis je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je me sens très honoré d'être parrain de cette promotion 2022, même si je sais que le mot parrain a une connotation mafieuse que je vais essayer de laisser de côté pendant la durée de cet exposé. Non, je me sens très honoré. J'ai été surpris qu'on fasse cette demande. C'est la première fois que je suis parrain et je pense que je serai seulement le parrain de votre promotion. Je n'en accepterai pas d'autres parce que ça serait justement laisser entendre qu'il y a quelque chose de mafieux là-dedans. Donc, je m'en garderai. Non, je suis très heureux de pouvoir vous parler. Alors, il y a eu un malentendu. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez que je parle d'énergie. Donc, j'ai préparé un PowerPoint avec 20 transparences sur l'énergie, l'histoire du concept, comment ce concept qui fait intégralement partie de la science aujourd'hui a tardé à entrer dans le champ scientifique. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les scientifiques n'ont pas toujours parlé d'énergie, et c'est ça que je voulais vous raconter. Mais après avoir discuté à table avec quelques-uns de vos professeurs, avec Pascal, on a décidé que j'allais vous parler plutôt de ce qu'il a présenté en introduction, c'est-à-dire de la vulgarisation, de ses échecs et des leçons qu'on peut tirer de l'expérience pas tout à fait réussie à mon sens, du Covid et de la mise en scène à cette occasion de la science et de la recherche dans le débat public. Alors, le mot vulgarisation, c'est un mot que personnellement je revendique, je le préfère à celui de médiateur. Médiateur, ça fait un peu GIGN, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de prendre quelqu'un en otage et il y a un médiateur qui va essayer d'avancer les choses. Je pense qu'on n'en est quand même pas là. Et la vulgarisation me paraît le terme qui convient le mieux à cette démarche que j'ai choisi d'entreprendre il y a une trentaine d'années, quand j'ai cru percevoir qu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui un problème science-société. C'est devenu aujourd'hui une tarte à la crème, mais à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas si net. Mais j'avais le sentiment que tout le monde a un problème avec la science, soit parce qu'elle a laissé des mauvais souvenirs scolaires, soit parce qu'on la comprend pas, soit parce qu'elle fait peur, soit parce qu'on a peur de ses applications, etc. Et je sentais confusément qu'il y avait là un motif à engagement. Bon. Mais la conception que j'avais de la vulgarisation à cette époque était une conception intellectuelle. C'est-à-dire que je considérais que la physique contemporaine, est assez merveilleuse au sens où elle promeut des concepts, des résultats, des théories, des formalismes qui contredisent le sens commun, qui sont pas du tout issus de l'impulsion empirique, qui sont pas du tout des concepts familiers, qui sont le résultat parfois d'expériences de pensée assez fascinantes. Et j'étais notamment admiratif du fait que la science contemporaine, ou la science moderne, comme on l'appelle plutôt, celle qui est née au XVIIe siècle avec Galilée, qui s'est prolongée avec ceux que vous connaissez, Newton, Einstein, etc., c'est une science qui est née sans données. Quand Galilée dit en 1604 tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, il a 0 donnée. On ne sait pas faire le vide à l'époque.
les doctes pensent que le vide n'existe pas, la nature en a horreur. Et quand on fait tomber des corps de masse différentes, on les voit tomber avec des vitesses différentes. Donc l'observation montre des choses qui sont contredites par la loi qui dénonce. Ou plutôt, la loi qui dénonce contredit l'observation. Et en 1604, il trouve la bonne loi de la chute des corps, celle qu'on utilise encore aujourd'hui. Et on pourrait dire la même chose d'Einstein. Qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1815 quand il écrit sa théorie de la relativité générale, qui est la théorie, vous le savez, qu'on utilise pour faire de la cosmologie aujourd'hui, une nouvelle théorie de la gravitation. Qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1915 ? Ben, par rapport à aujourd'hui, quasiment rien. On ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'a pas encore découvert les forces nucléaires. On ne sait pas que l'univers est en expansion. Aujourd'hui, on a les trous noirs, les ondes gravitationnelles, les pulsars, la nucléosynthèse. On sait d'où vient que les étoiles brillent. Et on a toujours les équations d'Einstein. Alors que, vous le savez sans doute, toute nouvelle donnée en science est une menace pour la théorie. Si la donnée contredit la théorie peut se sentir malmenée. Et non, là, on a des théories scientifiques qui n'ont pas connu de révolution depuis presque un siècle. Je viens de citer la relativité générale, mais on pourrait dire la même chose de la physique quantique. Quand des jeunes gens, parce qu'ils étaient tous très jeunes à l'époque, entre 1923 et 1927, mettent au point ce qu'on appelle le formalisme de la physique quantique, qu'est-ce qu'on connaît sur la matière en 1925 ? On connaît le proton, l'électron, le photon, tout juste, pas encore le neutron. On ne sait pas qu'il existe des interactions nucléaires. Et des gens trouvent les bonnes équations de la physique quantique. Évidemment, il y a eu des milliers de découvertes par la suite, mais aucune n'a remis en cause fondamentalement les principes de la physique quantique. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de révolution en physique depuis très longtemps, et la physique contredit les données, souvent immédiatement, oblige à les réinterpréter, et pour l'instant résiste à l'afflux de données qui nous arrive. Bon. Et c'est ça que je voulais partager avec le public, qui n'a pas toujours eu la chance de faire des études, dans un souci, disons, républicain, c'est-à-dire que tout le monde, dans une république à la française, les connaissances scientifiques doivent pouvoir circuler librement, c'est-à-dire sans obstacle idéologique, politique, religieux. Les gens ont tout à fait le droit de s'en désintéresser, mais l'obligation républicaine, c'est qu'ils soient mis en contact au moins une fois avec ces connaissances pour en faire ensuite ce qu'ils voudront en faire. Mais Pascal a évoqué le Covid, et j'y reviens parce que le Covid, l'expérience du Covid m'a traumatisé. et c'est de ça que je voudrais vous parler, puisque j'en suis passé à une conception non plus du tout intellectuelle de la vulgarisation, mais à une conception politique. Politique au sens le plus élevé du terme, pas le sens politicien. Et c'est de cela que je veux vous parler, parce que vous êtes tous de jeunes scientifiques, en devenir, comme on dit, alors soit dans les sciences dures, soit dans les sciences appliquées, soit dans les sciences humaines et sociales. Et ce que je vais vous dire, je pense, interroge le rôle qui pourrait être le vôtre, en tant que chercheur bien sûr, en tant qu'ingénieur, en tant qu'expert, mais aussi le rôle que vous pourriez avoir dans le débat public sur différentes questions. Et ça m'amènera d'ailleurs à parler un peu d'énergie pour que mon effort de préparation ne soit pas complètement annulé. Alors, j'ai visité quelques-uns de vos laboratoires, très peu malheureusement, mais j'étais admiratif. Et dans le bureau de l'un de vos collègues, j'ai vu une citation d'Einstein qui, à mon avis, est fausse. Mais bon. Et donc, enfin, je veux dire, la phrase est belle, mais elle n'est sans doute pas d'Einstein, ou alors il faut me le prouver. Bon, on en reparlera. Mais du coup, pour compenser cette faute, je vous propose de citer une citation vraie d'Einstein, avec les références, si vous les souhaitez. Einstein a dit un jour, « Toute personne qui profite négligemment des bienfaits des sciences et des technologies devrait avoir aussi honte qu'une vache qui broute les plantes qu'elle broute sans en connaître la botanique. » Bon.
évidemment, c'est un jugement, c'est peut-être la seule phrase d'Einstein avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas défendre une conception scolaire de la démocratie. Je veux dire par là qu'un citoyen qui ignore la science, qui la méprise, qui se montre indifférente à ses résultats, n'est pas un moins bon citoyen qu'un citoyen qui s'intéresse à la science. Tout le monde a le droit de vote, quel que soit le niveau scolaire. Même les illettrés ont le droit de vote. Et on ne peut pas corréler le degré de citoyenneté à un niveau scientifique ou intellectuel ou culturel donné. Tous les citoyens sont égaux et on n'a pas à établir de hiérarchie à partir des connaissances scientifiques supposées que les citoyens peuvent avoir. Bon. Et de toute façon, c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut être compétent, même de façon sommaire, en virologie, en immunologie, en physique nucléaire, en climatologie, en génie génétique, etc., etc. C'est impossible. Et ça m'amène à une remarque qui, à mon avis, est importante, c'est que quand on parle de ces questions, sciences et société, on sépare les scientifiques du public. On dit il y a d'un côté le scientifique et de l'autre côté le grand public. Mais cette séparation est factice. Si par exemple vous me demandez qu'a été comment s'est faite la nucléosynthèse, la fabrication des noyaux d'atomes dans les étoiles ou dans l'univers primordial, je peux vous raconter des choses. Si vous m'interrogez sur le boson de Higgs, je peux vous raconter des choses. Mais si vous me demandez quel est le principe de fonctionnement du vaccin à ARN messager, je vais bredouiller. Et je vais vous demander de passer à la question suivante, rapidement. Inversement, si vous demandez à un biologiste qui peut vous parler parfaitement du vaccin ARN messager de parler de la nucléosynthèse, il sera embarrassé. Pareil si vous lui demandez de parler du boson de Higgs. Autrement dit, les scientifiques ne sont compétents que dans un champ assez étroit. Et pour les autres questions qui ne sont pas dans leur spécialité, ils sont comme le grand public. La seule différence qu'il y a peut-être entre les scientifiques et le grand public, c'est que les scientifiques, et encore faudrait-il le montrer, je n'ai pas vu d'études qui le prouvent, c'est que les scientifiques, en général, font plus confiance aux autres scientifiques que le grand public. Mais même de cela, je ne suis pas complètement sûr parce que je n'ai pas trouvé donc d'études qui permettent de l'étayer. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu dire de la vulgarisation avant la crise du Covid ? J'aurais dit, la vulgarisation, ça marche super. Vous écrivez des livres, des gens les lisent. Enfin, pas tout le monde, mais il y a quand même des gens qui les lisent. Vous donnez des conférences, les gens viennent et posent des questions qui montrent qu'une grosse partie de l'information est passée. Et puis, vous voyez que des étudiants que vous avez, moi j'enseigne à l'école centrale, disent qu'ils sont venus aux études scientifiques, alors qu'ils étaient de milieux qui parfois ne les portaient pas vers de telles études, parce qu'à l'adolescence, ils ont lu un livre d'Hubert Reeves ou de quelqu'un d'autre qui les a passionnés et qui les a fait bifurquer dans leur trajectoire. Donc on se dit, ça marche. Mais ce qu'a montré le Covid, c'est que quand on dit que ça marche, on est victime d'un biais terrible, qui est que, en fait, ça ne marche qu'auprès des gens, auprès de qui ça marche. C'est-à-dire, pas grand monde. Pas grand monde. Les gens qui viennent aux conférences ou qui lisent des livres, c'est très peu de gens. Et il y a une grande partie de la population qui s'abreuve à d'autres sources et qui n'a jamais été mise en contact direct avec une argumentation de type scientifique prolongée, ou même avec des résultats scientifiques qui seraient expliqués d'une façon complète. Et c'est ça qui montre qu'il y a une sorte d'échec relatif de la vulgarisation qu'il faut essayer de comprendre pour voir comment on pourrait par la suite faire une vulgarisation qui soit plus efficace en allant rencontrer des gens qui, parfois, à cause de traumas liés à l'adolescence, par exemple, pensent que leur cerveau n'est même pas légitime, même pas autorisé à entendre parler de science. Et ça, moi, j'enseigne en prison, qui est un milieu intéressant, parce que la prison, c'est la même chose que la société, mais en plus radical. Tout y est plus radicalisé. Et le niveau scolaire moyen d'un prisonnier, en général, est plus bas que le niveau scolaire de la population en moyenne.
Et on voit bien que chez beaucoup de ces personnes, il y a une paroi de verre qu'il faut parvenir à franchir pour qu'ils acceptent d'écouter quelqu'un parlant de science. C'est pas qu'ils ont peur forcément de ne pas comprendre, c'est qu'ils ont intériorisé l'idée qu'ils n'ont pas le droit d'entendre. Parce qu'on leur a dit qu'ils étaient mauvais, nuls, etc. Et à des degrés divers, ce mécanisme-là vaut pour toutes sortes de gens qui vont dire la science, c'est pas pour moi, et ne même pas oser assister à une conférence dans un amphithéâtre. Avec un ami astronome, pendant le week-end du 14 juillet, en 2019, on a installé des télescopes sur les trottoirs, à différents endroits, sur les trottoirs de Paris, en proposant de mettre un œil dans le télescope pour voir Jupiter, les satellites ou les anneaux de Saturne. Et on en a mis un à la sortie du stade Charletti, qui est à côté de la Porte d'Orléans, où venait de se dérouler un match entre une ville du 93 et puis une autre ville, je ne sais plus laquelle. Et on proposait aux gens qui sortaient du stade de regarder dans le télescope. Et on a bien vu que pour une certaine partie de la population, notamment les supporters du club du 93, ils ne se sentaient pas autorisés. Ah non, non, non. Et il fallait les convaincre que c'était possible. C'était pas très compliqué de mettre un œil dans un télescope. On leur expliquait ce qu'ils voyaient et ils étaient absolument émerveillés. Et ils appelaient leurs copains pour venir voir, etc. Mais si cette première étape n'est pas réalisée, la barrière demeure. Et donc la question, c'est comment faire pour que ceux qui se sentent exclus, et là le terme à mon avis est bien choisi, acceptent de faire un pas qui va leur procurer par la suite ce que je n'hésite pas à appeler des joies intellectuelles. Il y a, et comme certains d'entre vous, d'après ce que j'ai compris, travaillent dans des sciences appliquées, je pense que la difficulté de faire la vulgarisation, elle est renforcée par deux choses. La première, c'est le numérique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en quelques clics, peut fabriquer ce que j'appelle un chez-soi idéologique. C'est-à-dire une communauté numérique qui va rassembler des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources que lui. Le fait que notre cerveau n'aime pas être contredit, c'est vieux comme l'humanité. Avant même le numérique, période que vous n'avez pas connue, les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro. Les gens de droite ne lisaient pas Libération. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez le journal, vous voulez que le compte-rendu qui est fait de l'actualité dans votre journal soit homomorphe à votre propre lecture du monde. Je parle du monde, pas du journal. Essayez d'être précis. Bon. Et ben, aujourd'hui, le cerveau n'a pas changé, simplement il est soumis à un déluge d'informations. Et à partir de votre fréquentation d'Internet, comme vous le savez très bien, des algorithmes vont très rapidement repérer vos tropismes intellectuels, vos opinions politiques, vos habitudes de consommateurs, vos croyances, et vous abreuver d'articles, de vidéos qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Or, vous le savez bien, toute pensée est une pensée critique. Penser, c'est pas répéter les mêmes choses qui deviennent du coup des croyances, c'est confronter sa pensée à des arguments qui peuvent la contredire, pour voir si elle est capable de résister, ou de s'accommoder, ou de carrément changer d'avis sur telle ou telle question. Donc toute pensée qui n'est pas critiquée ne peut pas s'exercer en tant que pensée. Et moi, ce qui m'impressionne dans mon entourage, c'est de voir comment les personnes s'enferment dans des silos cognitifs de sorte qu'ils ne sont jamais soumis qu'à des biais de confirmation. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui est une menace, en tout cas une difficulté pour ceux qui prétendent faire de la vulgarisation, parce qu'ils se voient opposer des arguments dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais qui sont défendus par des personnes qui les ont appris dans leur chez-soi idéologique et qui y croient tellement, tellement fortement qu'aucun contre-argument ne peut les atteindre. Alors, la deuxième difficulté, c'est paradoxalement la technologie.
Alors, je m'explique. Si vous lisez, alors, non, pas si vous lisez, mais si vous feuilletez l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, qui a été publiée à la fin du XVIIIe siècle, un ouvrage remarquable, 24 tomes, avec des entrées, évidemment, par ordre alphabétique. Et puis, si vous l'ouvrez, vous constaterez qu'il y a beaucoup de planches. Il y a des dessins, des illustrations, des schémas qui montrent de façon incroyablement pédagogique, et c'est un ouvrage vraiment magnifique, comment marche un métier à tisser, comment marche une imprimerie, comment on peut fabriquer du verre, etc. Et si on lit l'introduction de cet ouvrage, rédigé par Condorcet, ou d'Alembert, je ne sais plus, il explique très bien pourquoi ils font cela. Ils disent, plus les objets techniques se répandront au sein du peuple, dans la vie quotidienne des gens, plus les principes scientifiques qui rendent ces objets possibles seront connus du peuple. Autrement dit, leur idée, c'est que la technologie, dès lors qu'elle se diffuse, devient vectrice de pédagogie scientifique. Plus il y a de technologie, mieux on connaîtra la science. Sans doute, cela a-t-il été vrai pendant quelques temps, je ne sais pas très bien quand d'ailleurs, mais il est clair que c'est devenu complètement faux. C'est même le contraire qui s'est produit, puisque aujourd'hui, plus un objet technologique est complexe, moins on a besoin de notices pour l'utiliser. L'exemple le plus évident, c'est le téléphone portable qui, compte tenu de sa taille, est l'objet le plus complexe qu'on puisse concevoir aujourd'hui, et personne n'est capable de dire comment ça marche. Un ingénieur n'utilise pas mieux son téléphone portable qu'un enfant de 5 ans. Et la proportion de gens qui sont capables de dire, même de façon sommaire, ce qui se passe quand vous tapez avec votre doigt sur votre écran, ça imprime un message que vous envoyez à votre correspondant en Australie, qui va le voir apparaître sur son écran. Par où c'est passé? Fibre optique, satellite, quel est le support de la transmission d'informations? Et personne n'en sait rien. Et donc, contrairement à ce qu'avaient espéré les philosophes des Lumières, la technologie, non seulement n'est pas vectrice de pédagogie scientifique, mais nous permet de ne rien connaître à la science, sans être handicapé en tant que citoyen dans le maniement des objets techniques. Et ça, c'est quelque chose que je ne vous aurais pas dit il y a 10 ans, mais aujourd'hui, je vois bien qu'une certaine partie du public dit « mais ça ne sert à rien de connaître la science. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de connaître les mathématiques, on n'a pas besoin de connaître la physique, puisque ces connaissances ne nous sont d'aucune utilité pratique. » L'idée que ça puisse engendrer des joies intellectuelles est une idée qui n'apparaît pas au premier abord. Il faut la travailler pour qu'elle devienne efficace. Alors, comme ce qui m'intéresse surtout, c'est d'entendre vos réactions et de voir comment vous voyez les choses, je n'ai pas vraiment préparé, hein. J'ai pris des notes comme ça en vitesse pour vous faire croire qu'il y a un fil unitaire dans le déroulement de ma conférence. Mais il y a un rapport que je vous conseille de lire, on le trouve sur Internet, qui a été publié en octobre 2021 par une équipe de chercheurs dirigée par Daniel Cohen, qui est économiste, publié par le Conseil d'analyse économique. C'est un rapport qui fait le bilan d'étape du Covid sur 3 plans. Le premier, c'est l'économie. Voilà, qu'est-ce que la crise, la pandémie a changé dans l'économie, dans ses règles, etc. Le deuxième point, c'est la santé psychique des populations. Et le troisième point, c'est celui qui m'intéresse, c'est la confiance dans la science. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle est européenne. Alors, je me concentre sur l'aspect confiance dans la science. Ce que montre l'étude, c'est qu'avant le Covid, la confiance des citoyens dans tous les pays d'Europe était très élevée. Elle est estimée dans cette étude à 90%. À vrai dire, je ne sais pas très bien comment on mesure les 90%. Je ne sais pas très bien ce qu'ils signifient. Est-ce que c'est 90% de la population qui croit les scientifiques? Ou est-ce que la population croit 90% des scientifiques? Je ne sais pas trop. En tout cas,
je retiens que c'est un chiffre très élevé. Et on a regardé comment évoluait cette confiance dans tous les pays d'Europe pendant les 18 mois de la pandémie. Et ce que montre l'étude, c'est que cette confiance est restée stable, donc très élevée, dans tous les pays, avec des petites fluctuations liées à l'actualité, à l'évolution de la pandémie, mais ce n'est jamais des fluctuations qui dépassent 5 ou 6%. Sauf dans un pays, la France, où là, elle s'est effondrée. Elle a perdu 22 points de pourcentage en 18 mois. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour récupérer ces 22 points. Et voilà, on est une singularité, c'est ce qu'on appelle peut-être l'exception culturelle française. Mais ça interroge. Qu'est-ce qui s'est passé en France, qui ne s'est pas passé ailleurs, qui explique cette singularité? Avant de tenter une analyse, je vous fais la remarque suivante. On demande aux gens, est-ce que vous avez confiance dans la science? Vous êtes d'accord avec moi que cette question ne peut pas dire grand-chose, ou plutôt, elle a plusieurs significations différentes qui ne se recouvrent pas. Et si on les distinguait dans la façon de poser la question, les réponses des personnes interrogées seraient différentes. Par exemple, ça peut être, est-ce que vous avez confiance dans la valeur de vérité des propos que tiennent les scientifiques? En gros, est-ce que vous croyez les scientifiques quand ils parlent? Si oui, est-ce que vous les croyez tous, ou certains plus que d'autres, etc. Ça, c'est une première façon de comprendre la question. Il y en a une deuxième qui est, est-ce que vous faites confiance à la science en tant que démarche de connaissance particulière pour exhiber des résultats dits scientifiques qui bénéficient d'une objectivité plus grande que la plupart des autres résultats ou des autres croyances ou connaissances? C'est vraiment une autre façon de comprendre la question. Puis il y en a une troisième et sans doute une quatrième et cinquième. Et la troisième, ce serait, est-ce que vous faites confiance à la science pour relever les défis qui se présentent à nous? Alors, une pandémie, changement climatique, réduction de la biodiversité, est-ce que la science peut nous aider à résoudre ces problèmes dont nous avons confiance qui se posent? Vous voyez, ces trois sens différents de la question, qui ne sont pas précisés dans la publication. Je retiens simplement qu'en France, il y a eu une chute de cette confiance. Et donc, je peux dire qu'à titre personnel, ce n'est pas du tout une étude scientifique, c'est très subjectif ce que je vais vous dire. Mais moi, quand ça a commencé, j'ai été plutôt enthousiaste avec l'idée que, comme les gens étaient inquiets, intéressés, voulaient savoir, et étaient devant leurs écrans puisqu'on était confinés, on avait là l'occasion historique de faire de la pédagogie scientifique, de la vulgarisation à grande échelle. On aurait pu expliquer longuement, jour après jour, les questions qu'on se pose, les connaissances dont on est sûr, les recherches qui sont entamées pour répondre aux questions qui demeurent sans réponse. On aurait pu expliquer, s'agissant des traitements, ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est un essai randomisé, ce qu'est une exponentielle. Songez que jamais pendant ces 18 mois, on a pris le temps d'expliquer au journal de 20 heures ou ailleurs ce qu'est une exponentielle. Alors qu'on ne me dise pas que c'est impossible, c'est trop compliqué, c'est au programme de seconde. Enfin, quand j'étais en seconde. Maintenant, je ne sais pas où c'est. Mais Angela Merkel a fait des conférences de presse en Allemagne toute seule, en expliquant avec les mains ce qu'est une exponentielle. Et quand on fait un sondage, moi je fais des sondages dans mon immeuble à Paris, qui est mon laboratoire de sociologie appliquée, mes voisins, ils pensent qu'une exponentielle, c'est une courbe qui a une valeur très élevée et qui en plus croît très vite. Ils n'ont pas idée que quand l'exponentielle démarre, les valeurs ne sont pas très élevées et la croissance n'est pas ultra rapide. Et donc, et puis on aurait pu aussi expliquer pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité. Et quand on les confond, ça fait du grabuge. Toute séquence d'événements est interprétée comme une conséquence. C'est comme cet animateur de télévision qui a 70 ans, qui avouait, encore il y a un an, on lui demandait quel était selon lui le sel de la vie. Il répond, le sucre.
Et il admet que pendant des années, il a bu 1,5 litre de whisky par jour. Et puis il s'est fait vacciner il y a quelques mois, et puis on lui a détecté un prédiabète. Il dit, ah, c'est peut-être le vaccin. Et au lieu de faire cela, de faire de la pédagogie, on a plutôt organisé des espèces de controverses prématurées, en mettant en avant des personnalités qui disaient « je pense que, je suis sûr que ». Mais vous le savez bien, la science, c'est pas une affaire de je, c'est une affaire de nous. Et ça permet d'illustrer qu'il y a une différence, comme ça a été dit tout à l'heure, entre la science et la recherche. En fait, la science et la recherche, ça n'a pas grand-chose à voir, même si c'est pas complètement étranger. La science, comment la définir? Il y a mille façons de faire. Moi, je vais ici simplement dire que la science, c'est un corpus de connaissances qui correspondent aux bonnes réponses, croit-on, à des questions bien posées. La science, c'est pas la science des questions générales. La science, c'est une démarche qui est applicable aux questions qui ont une réponse scientifique possible. Ce n'est pas toutes les questions. En fait, la science ne résout que les questions scientifiques. Et ce corpus de connaissances, vous avez évidemment le droit de le critiquer, puisque les connaissances scientifiques ne sont pas des vérités absolues, elles peuvent être remaniées, complétées, révisées, etc. Mais vous ne pouvez les critiquer qu'en utilisant des arguments scientifiques, et non pas votre bon sens, vos préjugés, vos croyances. Par exemple, nous savons que la Terre est ronde plutôt que plate. Nous savons qu'elle n'est pas sphérique. Nous savons que l'atome existe. Et nous savons que l'atome qui existe n'est pas celui qui avait été pensé par les philosophes grecs. Nous savons même que l'atome des philosophes grecs est un objet qui n'existe pas. Et nous savons que l'univers est en expansion. Nous savons que les espèces vivantes évoluent. Essayez de contester cela avec des arguments scientifiques. Je vous souhaite bon courage. Mais ce corpus de connaissances, difficile à contester, qu'on appelle la science, nous savons que par construction et par nature, il est incomplet. C'est-à-dire que nous savons que la science pose des questions dont elle n'a pas les réponses. Vous avez tous des spécialités différentes, si j'ai bien compris, et dans votre domaine, vous êtes capable de formuler des questions dont vous savez que vous ne savez pas y répondre. En physique des particules, par exemple, on se demande depuis assez longtemps si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. On n'en sait rien. Donc, on fait des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Les scientifiques ne le savent pas, et ceux qui ne sont pas scientifiques ne le savent pas non plus. Donc, nous faisons des recherches. Autrement dit, le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais c'est un doute très particulier, parce que ce n'est pas le doute des sceptiques, c'est le doute des sachants. C'est le doute que ressentent ceux qui savent qu'ils ne savent pas. Donc l'ignorance, c'est vraiment l'affaire des savants. Ce n'est pas l'affaire des ignares. Les ignares, ils ignorent qu'ils ignorent. Les savants, ils savent ce qu'ils savent, et ils savent aussi ce qu'on ne sait pas. Et donc le doute, c'est à la fois le moteur de la recherche, et c'est en même temps son combustible. Parce qu'à mesure qu'on répond aux questions, d'autres questions surgissent pour lesquelles on ne connaît pas les réponses, à propos desquelles donc on doute dans le sens que je viens de dire. Et donc le doute circule, il progresse, il avance. Bon. Et il me semble qu'en France, on a beaucoup confondu la science et la recherche, de sorte que l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche est venue coloniser l'idée même de science. Et on a entendu dire la science c'est le doute. Ben non, la science c'est pas le doute.
Et puis surtout, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait parler des personnalités qui disaient « je ». Mais non, un scientifique qui parle dans les médias ne doit pas dire « je pense que ». On s'en fiche de l'avis des scientifiques. Il doit dire « nous savons que ». Nous savons que. Comme le disait Karl Popper, la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Autrement dit, ce qu'on demande à un scientifique, ça n'est pas de ne pas se tromper. Pourquoi? Parce que tout le monde se trompe. Ça n'est pas d'être objectif. Pourquoi? Parce que personne n'est objectif. On a tous une subjectivité. Ça n'est pas de ne subir aucune influence culturelle, philosophique, religieuse ou autre, parce qu'on est tous sous influence. Autrement dit, être scientifique, ça n'est pas échapper à la condition humaine. Les scientifiques sont des humains, ils se trompent comme tout le monde, ils ont une subjectivité comme tout le monde. Ce qu'on demande à un scientifique, et vous le savez bien, c'est une seule chose, c'est d'être honnête dans un sens très particulier. Honnête, ça veut dire, je me pose une question, je fais des travaux de recherche, j'obtiens des résultats, et avant de les mettre sur Twitter, de les présenter à d'autres chercheurs qui mènent des travaux analogues et se posent des questions voisines, pour recueillir leurs avis, leurs critiques, leurs commentaires. Ils vont peut-être trouver des biais, des incomplétudes, dont vous allez tenir compte pour continuer à travailler, puis vous reviendrez pour présenter vos travaux, etc. Et au bout d'un certain temps, qui peut être très long, l'ensemble des scientifiques mis dans la boucle est d'accord pour dire « nous avons réussi à faire parler un bout du réel, nous avons donc un résultat scientifique que chacun d'entre nous peut présenter en disant « nous savons que ». Et nous nous demandons si, ça c'est la recherche, nous savons que c'est la science, nous nous demandons si c'est la recherche. Je caricature un peu, parce que la réalité est plus subtile, mais c'est juste pour vous faire comprendre des choses que sans doute vous connaissez bien, mais qui me permettent d'illustrer mon propos. Et donc, m'accorderez que ce n'est pas vraiment ce qu'on a vu. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a vu. On a mis en avant des personnalités. Je ne veux pas avoir d'ennui, donc je vais surtout non. Enfin, je vais pas donner de nom, quoi. Non, mais vous parliez du chorizo. Bon, chorizo, c'est une histoire folle, en fait. J'ai mis sur Twitter, parce que j'étais agacé. Vous avez entendu parler du JWST, le nouveau télescope qui est situé à 1 million de kilomètres de la Terre sur un point de Lagrange et qui donne des images depuis le 12 juillet qui sont quand même extraordinaires. Et j'étais choqué que ces images qu'on mettait en avant ne soient pas davantage commentées. On ne disait pas que c'était de la lumière infrarouge. On faisait croire que si on était près des objets photographiés, on les verrait tels que les photos les montraient. Et puis, on demandait au public de s'extasier sur la beauté des images sans se servir des images pour faire de la pédagogie. Alors, vous savez bien, les images de science, parfois, montrent, ou plutôt démontrent, le contraire de ce qu'elles montrent. Il y a des images de science qui montrent le contraire de ce qu'elles démontrent. Par exemple, si vous prenez un cliché de chambre à bulles, alors, peut-être, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est des détecteurs qu'on utilisait dans les années 60 en physique des particules. Une chambre à bulles, c'est comme une cocotte minute, on met un liquide sous pression, et quand on relâche la pression, le liquide ne se met pas à bouillir aussitôt, mais dès qu'il y a une petite perturbation dans le milieu, l'ébullition commence, ça fait des bulles. Il y a une particule chargée qui traverse ce truc, c'est une perturbation. Et donc on voyait la trace curviligne, parce que courbée par le champ magnétique, des particules chargées qui traversaient les chambres à bulles, et on essayait de comprendre les interactions fondamentales en regardant la topologie de ces clichés. Et quand on voit un tel cliché, on dit tiens, les particules quantiques sont des corpuscules, puisqu'elles ont une trajectoire curviligne, et une trajectoire bien définie. Et comme vous le savez, en physique quantique, c'est tout le contraire. On comprend le fait que les particules laissent une trajectoire bien définie et curviligne seulement si on les décrit à l'entrée dans la chambre comme étant non pas des corpuscules, mais comme étant des ondes.
Donc la trajectoire corpusculaire des particules quantiques dans une chambre à bulles est la preuve qu'elles sont des ondes. C'est pas immédiat. Donc, une photographie de science doit toujours être accompagnée d'un commentaire. Et donc, je me suis amusé, sans rien inventer, parce que le chorizo, c'est un canular classique en astrophysique. On n'a pas le choix. Hein. Il faut un truc rond, rouge et orange. Le saucisson lyonnais, et les taches blanches, ça ne va pas. Et c'est un canular qui date, qui a au moins 10 ans. Le premier qui l'a utilisé, c'est un astronome espagnol qui a fait croire lors d'une éclipse totale de Lune que c'était la face cachée de la Lune. En précisant, vue d'Espagne. Et moi, j'ai repris ce canular en disant, voilà, c'est une photo prise par le JWST de l'étoile Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, elle a 4,2 années-lumière. Et on voit donc les détails de la surface de l'étoile, des endroits rouges, orangés, enfin un chorizo, quoi. Et je pensais que le fait de montrer du chorizo, canular classique, et de dire que l'étoile est à 4,2 années-lumière, suffisait pour qu'on comprenne que c'est un canular. Parce que imaginez qu'on peut voir avec un télescope les détails de la surface d'une étoile qui a 4 années-lumière, alors que le Soleil est à 8 minutes. Bon, il faut avoir une certaine confiance dans la technologie. Hein. Et non, et j'ai vu que ça s'emballait, quoi. Et au bout de 3/4 d'heure, un peu paniqué, je précise que selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. Ce qui d'ailleurs n'est pas prouvé. Donc là, je me suis dit, c'est bon, l'affaire est classée, quoi. Je vais me coucher, et le lendemain, j'apprends, parce qu'un copain m'appelle, que BFM vient d'annoncer la découverte d'une nouvelle étoile. Et là, voilà, là, je suis un peu dépassé. Et c'est devenu une affaire incroyable. Il y a eu des articles dans le monde entier. J'ai eu 257 demandes d'interview par mail de médias étrangers. Il y a des articles en Chine, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des articles en hébreu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des articles en Tchétchénie, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et ce serait d'ailleurs intéressant de voir comment le canular a été reçu dans les différentes cultures. Par exemple, CNN a fait une présentation assez longue, comme si le canular était une fake news. Au point que, vous parliez d'ennui quand on fait la vulgarisation, il y a un ensemble de sociologues américains qui ont écrit... On n'est pas enregistré, là? Pas trop? Ah bon? Alors, on va parler d'autre chose. Qui ont écrit au CEA, mon employeur, pour demander que je sois licencié. Au motif qu'un scientifique n'a pas le droit de faire de blagues. Alors que le canular, historiquement, a toujours été utilisé par les scientifiques. Pourquoi? Parce que le canular, ce n'est pas une fake news. Plutôt, c'est une fake news éphémère et pédagogique. Parce qu'une fois que le canular est dénoncé, chacun peut interroger les biais cognitifs par lesquels il a été trompé par le canular. Et là, on m'est vraiment tombé dessus. Hein. Notamment des scientifiques qui ont subi une double humiliation. Une humiliation professionnelle, parce qu'ils n'ont pas vu que c'était un canular. Et une humiliation conjugale, parce que leur femme avait vu tout de suite que c'était du chorizo. Et ceux-là, ils m'en veulent beaucoup. Mais par exemple, j'imagine que vous connaissez Georges Gamow, un physicien ukrainien qui est mort en 1974 et qui est un des pères de la physique nucléaire. Et lui, il faisait énormément de calculs de canulars, y compris dans des revues comme Nature. Et ça interroge justement les mécanismes de publication et tous les biais d'autorité qui peuvent agir ici ou là. Et ça agit aussi quand le professeur que je n'ai pas nommé, il a fait des canulars sans le savoir. D'une certaine façon.
Donc c'est une sorte d'inconscient du canular. Mais le canular le plus génial de Gamow, c'est de dire, comme il avait beaucoup voyagé, puisqu'il a été exilé dans plein de pays, il dit, j'ai remarqué que les vaches dans l'hémisphère nord mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, dans le sens inverse. Et il fait un petit calcul en disant, c'est la force de Coriolis qui change de signe à l'équateur. Et bien cet article, ça vous fait rire. Mais cet article a été publié. Et 3 mois après, l'éditeur a dû dire, mais non, c'était rien. Voilà. Normalement, un canular doit se voir tout de suite. Le fait qu'il faille le démentir officiellement, c'est quand même signe de mauvais signe. D'accord ? Alors pour finir, aujourd'hui, vous le savez, il y a beaucoup de débats, en tout cas dans les médias, sur les technologies, sur la 5G, sur le nucléaire, sur les OGM, sur toutes sortes de sujets. Et si je prends le seul exemple de la 5G, qui a été débattu, non pas dans des débats publics, parce qu'il y avait le confinement, mais par voie de presse. À la fin de l'année 2021, il y a eu toutes sortes d'articles dans les journaux, dans les hebdomadaires sur la 5G. Et dans mon labo, on s'est amusé à collectionner tous ces articles. Et on a eu la surprise de constater qu'aucun de ces articles n'avait été écrit par un ingénieur ou un scientifique. Et ça, c'est quand même très bizarre, puisque la 5G, c'est quand même un sujet technologique. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Et on attend des ingénieurs qui expliquent de quoi il s'agit, les questions qui se posent, les intérêts qu'ils y voient, etc., pour amorcer le débat. Et le fait qu'ils s'expriment dans leurs entreprises, sans doute, écrivent des rapports, etc., mais ne s'expriment pas dans le débat public, il me semble que c'est en train de devenir un problème. Pourquoi ? Parce qu'on observe, ça peut même se mesurer, une certaine décorrélation entre la militance et la compétence. Voilà. Et quand je parle de militance, je précise que je parle de militance qu'il s'agisse de pro ou anti. Quand vous êtes anti-nucléaire, vous êtes militant. Quand vous êtes pro-nucléaire, vous êtes militant. Pour moi, c'est la même catégorie. C'est le fait d'avoir un avis tranché sur une question technologique, pour ou contre. Et il semble, en tout cas c'est une tendance, que le fait d'avoir un avis tranché dédouane de l'obligation et même de l'envie de s'instruire à propos de quoi on a un avis tranché. Faites le sondage autour de vous, demandez à vos amis pro-nucléaires, peut-être qu'il y en a, pourquoi on met de l'uranium dans les centrales ? Pourquoi on met de l'uranium et pas du krypton ou du tungstène ? Qu'est-ce que l'uranium a de spécial ? Vous allez voir que les réponses sont évasives. Maintenant, demandez à vos amis anti-nucléaires pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires. Ça ne va pas aller. Il y a une décorrélation entre la militance et la compétence. Et ça ne va pas. Ça empêche les débats et ça fait que les questions technologiques sont jugées non pas du tout à partir d'une connaissance objective de leur réalité matérielle et concrète, mais à partir de ce qu'un philosophe normalien des techniques qui s'appelle Gilbert Simondon appelait leur halo symbolique. Nous jugeons des technologies à partir de leur halo symbolique, c'est-à-dire du type de récit par lesquels elles rayonnent et dans lesquels elles sont insérées. Il y a un halo symbolique pour l'éolien, un halo symbolique pour le nucléaire, un autre pour l'hydroélectrique, etc. Et le fait d'avoir un jugement subjectif déterminé à partir de la pondération que chacun fait des différents halos symboliques empêche qu'il y ait un débat. Et donc la grande question, ce serait comment faire en sorte que les débats publics, qui sont légitimes parce qu'une société moderne doit pouvoir discuter démocratiquement du type de compagnonnage qu'elle souhaite avoir avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle. Il y a quand même des questions qui se posent. Quelle est la part des décisions qu'on accepte de déléguer à des machines? C'est quand même une question importante, ça. Quelle est la part des tâches professionnelles qu'on accepte de déléguer à des robots? C'est une question qui mérite d'être discutée. Eh ben non. Non. La question du nucléaire aussi, on pourrait la discuter. Et on n'y arrive pas. À chaque fois qu'il y a un débat, c'est une querelle. J'aime pas, on n'argumente pas, on n'a pas le temps. Et les connaissances sont marginalisées
par le fait que ce sont des avis qui s'imposent et qui font que le débat se radicalise. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine étymologique du verbe débattre, mais c'est un mot français qui date du XIIe siècle. Et à l'époque, le verbe débattre désignait ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est s'empêcher de se battre. C'est-à-dire argumenter, ne pas interrompre, pratiquer une sorte de politesse de l'esprit, etc. Ça peut être très emmerdant, ça peut être très long. Mais à la fin, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et si on veut se battre, on se bat, mais on le fait en connaissance de cause. Et ce qu'on appelle un débat aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est une joute dans laquelle les sophistes ont toutes les chances de l'emporter par rapport à ceux qui essaient d'argumenter et qui n'ont pas le temps de le faire. Et donc, voilà, je conclurai là-dessus en disant que il est temps que les gens compétents, comme vous êtes et comme vous serez encore plus dans 3 ans, que les gens compétents, qui sont en général des gens modérés, il est temps que les gens compétents et modérés s'engagent sans modération. Le grand problème, c'est que les gens modérés s'engagent modérément et que les gens moins modérés, du coup, raflent la mise et polarisent le débat public. Et il me semble que votre génération, plus que la mienne, qui bénéficiait d'arguments d'autorité qui n'existent plus, doit se sentir davantage investie dans cet appel à participer au débat public sur les questions technologiques et pourquoi pas sur les autres. Je vous remercie pour votre attention.